Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éco-Débat sur Médien TV. Le compte à rebours a donc commencé. 2017 touche à sa fin et ce soir nous allons tenter, en compagnie de mes invités, de faire les comptes des différents secteurs qui font notre économie nationale. Saad Ben Mansour, bonjour et bienvenue. Bonjour, vous êtes donc le directeur de publication de La Vie Éco. Bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci beaucoup, Khadija. Sur ce plateau. C'est un plaisir. Et pour cette dernière de l'année. En face, Emel Chaoukri, bonjour. Bonjour. Donc, directeur de publication des Inspirations Éco. Première fois avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Également sur ce plateau pour représenter le magazine Tel Quel, Mehdi Michbal. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Khadija. Et puis, un visage que vous connaissez tous, notre consultant, le consultant de Médien TV pour les affaires économiques et financières, Driss Essaoui. Bonjour et bienvenue, toujours un plaisir. Bonjour. Alors, on évoque 2017 comme une année de reprise et de relance économique. C'est une année aussi sous le signe de la reddition des comptes et à compter les initiatives, les commissions et les groupes de travail. 2017 peut paraître comme l'année où tout porte à croire que nous mettons les compteurs à zéro tout en mettant le turbo dans les nouveaux fleurons de notre économie, notamment l'industrie. Que compte faire notre gouvernement face aux défis et quelles leçons tirer en fin de compte d'une année où la moitié ne compte pas, puisqu'une grande partie de notre économie est restée suspendue, car sans loi de finances et donc sans budget d'investissement. Et quand bien même investissement il y a, quelles richesses auront-ils créé cette année? Un credo qui revient aussi beaucoup cette année, changer notre modèle de développement pour mieux répondre aux besoins d'un développement humain dont l'indice ternit une image d'un Maroc en émergence. Pourquoi alors que cette année 2017 a pourtant été riche en lancements de projets qui n'ont rien à envier à ceux des puissances émergentes? Une ville industrielle aux abords de la ville du Détroit ou encore un gazoduc qui devrait relier le Maroc au Nigeria en Afrique de l'Est. Une année où d'autres projets tout aussi importants sont restés en suspens, comme ce très contesté passage au régime de change flexible, ô combien encouragé par le Fonds monétaire international. Ce même FMI, quoique louant les efforts et les réformes du Royaume, appelle à plus d'efforts pour moins de chômage et une meilleure qualité de notre éducation et de la formation professionnelle. Et la dette dans tout ça. 2017, c'est aussi et surtout l'année de l'Afrique par excellence, puisqu'elle a commencé avec la reprise du Royaume de son siège à l'Union africaine et sa demande d'adhésion à la CEDEAO dans la foulée. Bref, avons-nous mieux fait qu'en 2016, surtout que grâce à la clémence du ciel, cette année écoulée a enregistré un taux de croissance honorable. Ce soir, vous l'avez compris, nous faisons le choix de décrypter les événements clés de l'année avec vous, les moments clés pour chaque secteur. Et plus qu'une rétro, l'heure est au bilan. Nous démarrons cette remontée dans le temps avec le socle de toute économie, la planète finance, messieurs. Alors, tout d'abord, le bancaire, puisque le secteur est important, il équivaut à 120%, un peu plus de 120% du PIB du Maroc. Mais voilà, selon en tout cas selon le FMI, la rentabilité du secteur bancaire a augmenté, tout comme le risque. Pourquoi, messieurs? Samuel Chaoukri. Oui, je pense que c'est tout à fait naturel que le risque augmente, puisque la conjoncture, d'une manière générale, ne s'y prêtait pas. Puisque les entreprises ont vécu une année très difficile. Il faut rappeler que 2017 était l'année du blocage politique. Un blocage qui a eu une facture très lourde en termes d'économie et de croissance. Et les entreprises, les PME, qui représentent 95% du tissu économique, ont été les premières à payer le prix fort. Il faut rappeler que pendant 6 mois, il n'y avait plus de marché public. Donc, la majorité de ces PME étaient pratiquement à l'arrêt. Et pire encore, il n'y avait même pas de paiement, c'est-à-dire ils n'avaient pas de quoi payer les salaires. Et ils étaient au bord de l'asphyxie financière. Donc avec cette conjoncture, comment vous voulez qu'il n'y ait pas une augmentation de risque, sachant que toutes ces PME, ils n'avaient qu'une seule issue, c'était le crédit bancaire. Et là, il faut dire que les banques ont joué le jeu dans la limite du possible, tout en acquisant cette augmentation du taux de risque. Donc, je pense que c'était une année exceptionnelle et une situation bancaire tout à fait normale. Mehdi Michbal. Alors, le secteur bancaire, pour l'année 2017, il se porte très bien, comme les années précédentes. Avec, Donc, vous ne partagez pas l'avis qu'il y a eu quelques, peut-être,
difficulté à accorder peut-être des crédits? Bon, nous savons que le taux de Si, bancarisation est bien bon sûr. chez nous. Bien Mais... sûr, il y a eu des difficultés comme les années précédentes. Ces difficultés ont été exacerbées pendant la première moitié de l'année. Mais quand on voit les chiffres globaux de l'évolution des crédits, qui est le principal baromètre pour juger de la performance du secteur bancaire, ben, il se trouve qu'on est en situation de reprise. Pendant 5 ans, les crédits stagnaient, il n'y avait pas de croissance. Ben, cette année, on se dirige vers une croissance à 4,5% des crédits. Les dépôts progressent aussi très bien. Donc pour les banques, la situation est très belle. Maintenant, cette augmentation des crédits, c'est accompagné, comme vous le dites, par la montée des risques. On est à pratiquement 7% de taux de créance ou souffrance. C'est un taux qui est un peu élevé par rapport aux années précédentes, mais qui reste à un niveau normal par rapport aux normes internationales qui sont admises. Maintenant, pourquoi ces risques ont augmenté? Pourquoi il y a de plus en plus d'impayés? Ben, c'est ce qu'a dit mon confrère Samir Chawri. Les entreprises sont de plus en plus en difficulté, ne sont plus capables de rembourser leurs dettes, mais aussi les particuliers. Parce que quand on dissèque les chiffres des créances en souffrance, la grosse majorité vient des crédits qui ont été distribués aux particuliers, que ce soit des crédits à la consommation ou des crédits à l'immobilier. Donc ça prouve que la situation économique est tendue au niveau des entreprises. Leur trésorerie aussi, leur situation de fonds propres, de fonds de roulement n'est pas très bonne, mais aussi les particuliers où on sent qu'il y a une tension sur le pouvoir d'achat des ménages qui se matérialise par le non-remboursement des créances bancaires. Saad Ben Mansour. Écoutez, pour les banques, je pense que la majorité d'entre elles ont rendu public leurs chiffres. Et les chiffres sont bons pour 2017. Il y a un petit détail à peut-être signaler, c'est qu'il y a aussi le déploiement africain de beaucoup de banques y est pour quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que autant au niveau du marché marocain, je dirais on commence à tendre vers la saturation. Le taux de bancarisation il est en train de pas plafonner, mais on est en train d'aller sur des niveaux élevés. Autant il y a, en tout cas pour 2017. Et autant la concurrence, elle est exacerbée au niveau du marché marocain. Donc, il suffit d'analyser les sources de rentabilité des banques pour voir que le PNB, le produit brut, le produit net bancaire, c'est-à-dire c'est la différence entre, grosso modo, pour caricaturer, le prix auquel les banques achètent l'argent, la liquidité et la revente. Le PNB, il est en train de baisser, c'est une tendance baissière depuis des années, il est en train de fondre, et toute la rentabilité des banques vient aujourd'hui de ce qu'elles peuvent facturer comme au niveau des prestations. Des commissions, mais l'Afrique, et nous en reparlerons peut-être ça fait partie bien sûr des axes qu'on va discuter. Leurs implantations en Afrique ont permis aux banques d'améliorer grandement leur performance. Maintenant, juste pour rappeler un chiffre, effectivement, l'encours des crédits à l'économie, c'est-à-dire la contribution des banques à l'économie, aujourd'hui, l'encours des crédits bancaires, aujourd'hui, à fin octobre, c'est les derniers chiffres disponibles, cet encours, il est de 832 milliards de dirhams. 832 milliards de dirhams, c'est 5% de plus qu'en 2016, qu'à la même période en 2016. C'est quand même important. Il faut savoir que sur ces 832 milliards de dirhams, 320 milliards de dirhams sont chez des particuliers et des ménages. Le reste, c'est des entreprises. Et c'est ce qui est finalement demandé aux banques. C'est vrai, il y a comme on dit, passez-moi l'expression, de la casse, il y a des créances en souffrance, mais si le secteur bancaire ne remplit pas son rôle une année comme celle-là, je ne vois pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Donc, et ça se confirme, puisque le plus gros des 832 milliards de dirhams dont on parlait, dans la partie qui va aux entreprises, c'est des crédits à l'équipement. Et là, c'est rassurant. Quand les crédits bancaires vont à l'équipement, ça veut dire que ça ne va pas dans la consommation, ça va pour équiper des entreprises, pour acheter des machines, grosso modo des machines, des outils pour produire. Donc, je pense que le secteur bancaire on peut dire qu'il a rempli son rôle. Une année qui est difficile. 2017 est une année très difficile, mais il remplit son rôle en accompagnant les PME, qui constituent 95% de notre tissu productif, en
en accompagnant les entreprises de manière générale dans leurs besoins et de besoins en fonds de roulement, hein, des lignes de fonctionnement, de la liquidité, mais aussi pour l'investissement. Et c'est cela qui est le plus important. C'est cela, exactement. Bon, bien sûr, c'est disparate. Oui. C'est disparate. Il y a des secteurs, effectivement, qui sont sinistrés. Où les banques sont obligées de regarder de près. On en reparlera. Peut-être le tourisme, aujourd'hui, il est difficile d'avoir un crédit pour construire un hôtel, par exemple. Voilà, il est plus difficile. Alors, peut-être vous voulez rebondir sur ce qui a été dit sur les bancaires, mais aussi, je veux revenir sur cette annonce majeure de 2017, c'est la finance participative. Alors, ça a été très attendu, ça a été annoncé. Il y a des entités qui ont vu le jour, et notamment la dernière représentant la BMCE. Mais voilà, est-ce que nous disposons des outils pour un lancement concret au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque et pourquoi on est encore en suspens? D'abord, sur la question du risque, moi je pense qu'il y a surtout une problématique de visibilité chez les opérateurs économiques. Parce que, il y a une crise politique qui a conduit elle a eu une incidence sur l'adoption d'un budget qui, en fait, techniquement, ça ne représente que 3-4 mois de budget public pour la commande publique. Alors, ce manque de visibilité pour tous les acteurs économiques a été problématique. Maintenant, est-ce que c'est un risque réel tel qu'on le mesure sous d'autres cieux? Ce n'est pas. C'est-à-dire, on sait très bien que le système bancaire marocain a une assise assez confortable. Il s'est constitué un certain nombre des pratiques qui lui permettent justement de se mettre à l'abri de ce genre d'exercice. Des règles prudentielles aussi. Voilà, il y a beaucoup de règles prudentielles. Nous ne sommes pas dans des systèmes où les banques peuvent créer des bulles, les développer, les faire exploser et revenir. Nous sommes sous un système qui est très bien administré par la Banque centrale. C'est fait, le taux directeur est toujours annoncé et on arrive justement à réguler le niveau des crédits. Pour ce qui est maintenant de en fait, c'est les PME. C'est les PME qui est en fait qui devient aujourd'hui le ventre mou dans la mesure où ils sont en situation de dépendance par rapport à la commande publique, par rapport au marché qui s'enchaîne, mais surtout par rapport à ce manque de visibilité, surtout quand on leur change un certain nombre de règles en ce qui concerne la fiscalité, en ce qui concerne l'encadrement du crédit. C'est-à-dire que, vous savez, un opérateur économique, quelle que soit sa taille, a besoin d'avoir une visibilité sur 2-3 exercices pour pouvoir faire ce qu'on appelle des anticipations rationnelles en termes d'investissement, en termes d'équipement. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un exercice comptable d'une année, vous changez toutefois les règles, je suis désolé, personne ne peut le faire. Et les entrepreneurs vous le disent. Les banques, je ne pense pas qu'elles sont en situation de gros risques. Saad vient de rappeler qu'en fin de compte, c'est comme les opérateurs de téléphonie mobile. Disons, le gros de la marge se fait sur des pays qui sont en émergence économique, qui sont les pays africains, où les banques marocaines sont très présentes, elles sont très professionnelles, et ils ont justement un taux d'intégration en termes de ressources humaines très important, parce qu'en fait, c'est des banques aujourd'hui, et surtout et l'assurance d'ailleurs, qui ont réussi à faire, je dirais même, des miracles par rapport à des pays qui étaient sinistrés à partir de 2008. Maintenant, pour revenir à la finance participative, effectivement, il y avait d'abord une grande polémique avant. Il y a eu l'annonce, on a attendu, et finalement, les premières, officines ont ouvert, que ce soit à l'intérieur des banques ou en guichet particulier, etc. Mais il me semble, d'après les premiers mois, il y a une forte attente en termes de bancarisation, même d'une grosse partie de la population. Les gens qui vous disent, moi, je préfère être dans un système halal, un système où la loi islamique est pratiquée, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Est-ce que c'est véritablement des produits qui respectent totalement la loi islamique pour ce qui est de l'investissement, pour ce qui est du prêt, pour ce qui est du développement du crédit? En tout cas, ils sont labellisés par le label halal, il est déjà apposé, il n'y a pas de problème. Oui, mais est-ce qu'on a les outils, encore une fois, l'outil réglementaire? Est-ce qu'on a aujourd'hui, il y a tout les indices Sharia compliant? Nous n'avons rien. Non. Ici, qu'est-ce qu'on attend? Aujourd'hui, je ne sais pas si mes amis partagent cet avis, mais il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui en termes de réglementation. Oui. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est
éprouver cette réglementation dans la pratique. Faut roder la machine. Tester. Il faut déjà tout la ce qui lancer pour la roder. Elle est déjà Aujourd'hui, aujourd'hui, les banques participatives produisent déjà elles ont déjà ouvert des comptes. Elles ont déjà juste pour l'épargne. Non, mais elles ont déjà fait, il y a déjà du financement de l'immobilier sur le produit qu'on appelle Mourabaha. D'accord. Ça, c'est des crédits aussi. Donc, moi, je pense que la machine est lancée. La machine est lancée. Et avant d'être lancée, on a mis en place le dispositif et l'arsenal juridique nécessaire. Oui. Il faut rappeler que le Maroc a pris du temps. Il a pris du retard parce qu'au niveau de la Banque centrale, on a voulu bien cerner le problème avant de le lancer. D'où cet écosystème qu'on veut créer. Mais de toutes les manières, au niveau du dispositif juridique, tout y est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a eu... Pas tout. Mais pratiquement, ce dont on a... Il manque deux dispositifs importants. Qu'est-ce qui manque, Il manque... Saad? Alors, vous le savez, quand il y a un crédit, dans les crédits classiques, un crédit est... on dit bordé par une assurance. Un crédit, il y a des banques participatives aujourd'hui, il faut qu'il y ait une assurance derrière labellisée Takafoul. Il n'existe pas encore aujourd'hui Takafoul. Très bien. Mais ceci n'empêche pas les banques participatives déjà d'accorder des crédits en étudiant le risque à leur niveau et à leur risque et péril, comme on dit. Parce qu'ils partagent le risque, encore une fois, la banque partage le risque. De très important pour les banques. Les banques participatives auront besoin d'aller se refinancer. Et c'est ce qu'on appelle Sukuk. Il y a toujours pas de Sukuk. C'est en suspens. Il n'y a toujours pas de Sukuk. Il n'y a toujours pas de Sukuk. Toujours pas de Takafoul, mais à mon avis, il le disait Si Samir, ça va se faire dans les semaines, les mois qui viennent. Le Maghreb a privilégié un lancement progressif. On l'a constaté dès le départ. Il y avait un premier lancement, un deuxième, troisième. Aujourd'hui, on est à 9 établissements qui sont aujourd'hui, dans leur majorité, adossés à des banques qui sont très connues avec des partenaires internationaux. Je pense qu'on est aujourd'hui dans la phase promotionnelle, dans la phase marketing, et d'apprentissage, pour bien présenter les offres, les expliquer à ce large public, parce qu'il y a un potentiel, comme Driss l'avait dit, il y a un réel potentiel au Maroc, sinon on n'aurait pas vu toutes ces grandes banques courir auprès de partenaires internationaux pour lancer leurs banques participatives. Donc aujourd'hui, il y a un besoin sur le marché. À charge pour ces institutions de faire preuve de créativité, d'ingéniosité en matière d'offres et de marketing pour mieux expliquer et présenter leur package. J'aimerais qu'on termine avec la planète finance, au moins pour cette première partie d'émission. Il y a aussi la flexibilité du dirham, toujours un projet qui est en suspens. Pardon ? C'est un joli feuilleton. C'est un joli feuilleton. Alors, on en est où dans ce feuilleton, Saad ? Puisque vous parlez de feuilleton, la métaphore est très très bonne. On en est là où on l'a laissé il y a plusieurs mois, c'est-à-dire depuis le mois de juillet. Quand on a failli, on était sur c'est-à-dire le gouvernement, l'État, c'est-à-dire le gouvernement et la Banque centrale étaient sur le point de mettre en place. Voilà, et puis à dernière minute. Sommes-nous prêts ? Des événements sur le marché. Est-ce qu'on est prêt pour, oui, aujourd'hui, c'est pas selon la Banque centrale et selon le FMI, nous avons les agrégats macroéconomiques qu'il faut. C'est pas une question d'être prêt ou pas. Ah bon ? Oui, c'est pas une question d'être prêt déjà, parce qu'il faut savoir que la flexibilité du régime de change, le Maroc est obligé tôt ou tard d'y aller. Ça, c'est une. Pourquoi vous dites obligé ? Tôt ou tard. Juste pour qu'on explique. Quand le FMI vous dit que à cause de pour avoir de la visibilité sur votre risque de change sur les 10 années à venir, sur vos réserves extérieures, il y a un moment donné. C'est aussi un outil pour le commerce international. Exact. Et c'est aussi un outil. C'est un bel outil. Il faut savoir que les finances publiques, pour faire de la flexibilité d'échange, il faut que vos finances publiques répondent à certains critères. Ces critères, les équilibres macroéconomiques, comme on dit, ne sont pas bons tout le temps. Il faut qu'un pays, c'est-à-dire la situation aujourd'hui des équilibres du Maroc, lui ouvert une fenêtre. Cette fenêtre lui permet d'opter de manière délibérée pour cette flexibilité de change. Si on ne la fait pas de manière délibérée, il se peut qu'à un moment donné, on soit obligé de la faire, forcé de la subir.
La situation aujourd'hui, c'est que on en est toujours sur le coup de gueule du Walid Bank al Maghrib, qui est le 1er juillet 2017, où ça devait être appliqué et ça a été mis en veilleuse, avait pointé du doigt le secteur bancaire. Aujourd'hui, spéculation, pas de spéculation. Aujourd'hui, on a les résultats de l'enquête de l'Office d'échange qui blanchit le secteur bancaire, très bien, qui est les innocentes, mais on est toujours sur le coup de gueule de la Banque centrale qui n'avale pas cette hésitation des pouvoirs publics et se dit prêt pour lancer la machine. Et, pratiquement, il responsabilise le gouvernement de cette hésitation, chose qu'a nié le ministre des Finances et qui dit qu'aujourd'hui on est prêt, mais on comprend bien qu'ils ne veulent pas se prononcer sur une date. Bon, on est prêt. Alors qu'est-ce qui manque? Juste un petit rappel très très vite. Cette histoire de flexibilité du change, quand elle a été annoncée bien avant, plusieurs mois à l'avance, et avec l'approche de la date butoir, il y a eu un mouvement spéculatif réel. Ce n'est pas les banques qui étaient responsables, c'est les clients qui demandaient des opérateurs, ils ont demandé, ils sont arrivés à 1 milliard de dirhams par jour, ce qui est énorme pour l'achat de devises. Donc, en fait, nous ne l'oublions pas. La politique de change, c'est une politique économique dont le responsable, c'est le gouvernement. Tout a été fait. Le modèle. C'est pas la Banque centrale. Non, c'est la Banque centrale exécute pour le gouvernement. Très bien. C'est pour ça que le gouvernement a arrêté. Il y a eu ce problème à la veille. Et effectivement, le Walid de Bank al Maghrib, dans une sortie, dans une conférence de presse, a dit que peut-être que ça a été mal interprété. Lui a essayé de se défendre. Mais il a dit qu'on n'a pas arrêté justement cette bulle spéculative sur la devise. Il faut rappeler une chose, c'est que l'étude a été faite sur plus d'une année, avec le FMI, le ministère des Finances, tous les experts marocains ont travaillé. On a développé un modèle propre au Maroc qui s'étale sur 15 années, avec un dispositif technique, ce n'est pas la peine qu'on revienne dessus tout de suite, mais il faut dire qu'il a été fait, etc. Donc, aujourd'hui, on est devant une situation, on va dire, un bras de fer, banque centrale, banque privée. Aujourd'hui, comme tu dis, il y a une enquête qui a été ouverte et que, effectivement, les banques n'ont fait que répondre aux demandes de leurs clients. Ils ne pouvaient pas leur dire on ne va pas acheter de devises. Et on s'est retrouvé avec une flambée, justement. On est arrivé même à une disette de devises sur le marché local. On ne pouvait plus trouver de devises, effectivement. etc. Il y a même des privés qui ne pouvaient pas justement se faire financer leur importation ou le voyage, etc. Donc, c'est une affaire qui restera encore dans cet écrin de tension. Elle va peut-être repartir probablement durant le premier semestre de l'année 2018, mais les outils sont là, la vision est là. Tout est prêt, on est prêt pour ça. Mais dis Michel, rapidement, avant qu'on passe à la pause. Cette histoire des champs, c'est un grand cafouillage. Et Atlef Jouari, le gouverneur de la Banque centrale, a raison de faire ce coup de gueule. C'est un coup de gueule légitime. Parce que ce feuilleton a sapé sa crédibilité. Très bien. Et le principal capital d'une banque centrale, c'est sa crédibilité. Oui. Le gouverneur de la Banque centrale s'est exprimé publiquement, s'est engagé sur une réforme importante, sur une date, et le gouvernement était au courant. C'est la souveraineté d'une banque centrale qui est remise en cause. Les journalistes ont été conviés à une conférence de presse qui a été annulée la veille. Donc ce n'est que la veille que le gouvernement ou le chef de gouvernement a pris à bras le corps ce dossier, voulait savoir qu'est-ce qui se passait, et a décidé, je ne sais pas pour quelle raison, de tout annuler, alors que tous les prérequis étaient remplis, que tout le monde était prêt. Le prétexte, c'est un faux prétexte. La spéculation est un faux prétexte. Non, ce n'est pas la spéculation. Il fallait le gouvernement qui lui-même coiffe ce projet leur a dit on a besoin de temps pour étudier le mécanisme. Mais ça fait 3 ans que le gouvernement étudie ce dossier et que Banque Maghreb travaille dessus, que les délégations du FMI viennent au Maroc, qu'ils sont reçus au ministère des Finances. Une date pour la spéculation et on a essayé de faire passer les banques pour des institutions qui créent une bulle sur la devise. Donc c'est faux. Il fallait laisser le marché faire.
Une fois qu'on va libérer le dirham, la spéculation fera partie du jeu quotidien des opérateurs économiques, des banques. Il fallait laisser le marché faire et cette spéculation n'allait pas impacter de toutes les façons le dirham. Parce qu'on le savait, il y avait une bande qui était prévue. L'impact aurait été très faible et le prétexte qui a été donné à l'opinion publique, les banques qui spéculaient, était faux. Et les opérateurs économiques ont le droit de faire des opérations de spot sur les devises, de prévoir une baisse ou une hausse, c'est leur droit. Et les banques ont le droit de servir leurs clients. Et l'enquête a prouvé qu'il n'y a pas eu de dépassement, qu'il n'y a pas eu de bulle ou d'achat ou de vente de devises sur des opérations non commerciales. Non. Alors, donc, messieurs, c'est un grand cafouillage. C'est un grand cafouillage et puis ce feuilleton qui ne se terminera certainement pas en 2017. Je vous propose de nous arrêter quelques petits instants avec cette pause de publicité et on reprend le débat pour cette rétro 2017 d'Éco-Débat. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui au bilan de cette année qui s'écoule, de 2017. Donc, avant la pause publicité, nous évoquions ce point essentiel de la planète finance. Et toujours dans la finance, mais cette fois publique, nous allons à présent attaquer ce chantier de loi de finances. Car oui, aujourd'hui, on peut parler de loi de finances et non de projet de loi de finances. Saad Benensour, cette loi de finances est-elle connectée à la réalité de notre économie ? Est-ce qu'elle est connectée de toute façon, ils n'ont pas le choix d'être connectés. Hein. La loi de finances et, je dirais, quelque part, la loi suprême économique qui va gérer tout un pays pendant 1 an. Et elle ne peut que tenir compte des contraintes, des contraintes du pays. Les contraintes, on les connaît tous aujourd'hui. La dette oui, la dette. Il y a aussi les besoins de création d'emplois. N'est-ce pas? C'est très important. Il y a les investissements. Cette loi devait absolument utiliser, actionner, comme on dit, des leviers pour encourager l'investissement privé, pas uniquement public, mais aussi l'investissement privé. On l'a vu à travers les mesures de l'IS progressif. Donc il fallait absolument pousser le privé et encourager le privé à investir davantage. C'est vrai que l'investissement public pour l'instant, il constitue la locomotive. Oui, effectivement. C'est quand même pratiquement 200 milliards de dirhams. Mais il est temps aujourd'hui de remettre le privé sur la voie de l'investissement. Je pense que, entre autres mesures, celle de l'IS, elle est dans cette perspective. Je pense que sur le plan des indicateurs, les gros indicateurs, on est sur une continuité de ce qui se faisait les années d'avant. Une inflation de 1,5%, un déficit budgétaire qui n'est pas mal, qui est de 3%. J'espère qu'on va pouvoir le tenir. Mais c'est vrai, la dette. Alors, cette histoire de dette, c'est très simple. Il faut juste savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, la dette globale du Maroc, du Trésor, intérieur et extérieur, elle est de l'ordre de 680 milliards de dirhams. Qui représente combien 64% du PIB, contre 64% l'année dernière. Okay, ce n'est pas, selon le ministère de l'économie et des finances, ce niveau n'est pas alarmant, n'est pas particulièrement alarmant. Très bien. Effectivement, il y a des pays où dont la dette dépasse allègrement les 200%. Et même des puissances mondiales. Nous ne parlons pas de pays qui sont en difficulté. À 64. Et le ministère, une dernière pour ne pas être long, et on nous promet qu'à partir de 2018, il y aura un léger recul. On va amorcer une sorte de recul au niveau de l'endettement. On l'espère bien. Vous parlez des puissances mondiales, on n'est pas sur les mêmes prérequis. Non, mais je veux dire, si on compare, parce qu'il parle de 200%, il y a des pays comme le Japon dont l'endettement dépasse largement la situation du Maroc au Japon, mais il faut dire que nous sommes à des niveaux d'endettement qui devient alarmant. Donc vous ne partagez pas l'avis de Saad, nous sommes en disant que ça reste correct. Mon ami Saad, il n'a pas formulé d'avis, il a juste rappelé la situation telle que le ministère de Finances le dit, et le ministère de Finances, nous, on l'a rencontré. Il dit que les 64% justement restent dans les standards internationaux selon l'appréciation du IFMI. Mais il faut bien analyser dans les composants de cette dette, parce qu'il y a la dette du Trésor, la dette de l'économie, mais si on la prend
dans sa globalité, le Maroc est aujourd'hui un pays endetté. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le ministre endetté, ça veut dire qu'il a contracté une dette, qu'il a une dette. Surendetté ou endetté. Et c'est même sur ce plateau, le ministre, Lhassan Daoudi, ministre de la Gouvernance et des Affaires générales, a dit clairement que le Maroc est un pays endetté, surendetté. Donc, c'est pas les économistes qui le disent. Alors, Saad Benmensour reprend le constat du ministère de l'économie et des finances, donc de M. Boussaïd. Vous reprenez celui de Daoudi. Moi, j'aimerais bien avoir quand même votre avis sur ce niveau d'endettement, Samer Chaoukri ou Saïsaoui. La problématique de l'endettement, c'est en fait cet effet croisé entre dette externe et dette interne. C'est cela. La plus grave, c'est surtout quand vous ne tenez pas compte du fait que la dette interne augmente de manière démesurée. D'ailleurs, c'était le cas sous Ben Kiran. Il a fallu prendre des mesures assez rigoureuses pour essayer justement de relancer et de réduire cet endettement, parce qu'il est très problématique. La dette extérieure, vous savez, c'est une dette. Surtout la partie privée de la dette, elle est gérée selon un protocole, le Club de Paris, etc. Le Maroc a une expérience dans ce qu'on appelle le recyclage de la dette. Et il a essayé de le faire. Sous El ça a été bien fait. On a une gestion active de la dette et on l'a même réduite. Il est vrai aussi qu'un pays avec zéro dette externe et interne est impossible. Ça n'existe nulle part. Il y a des pays, le voisin, les Algériens, quand ils ont eu cette manne justement d'augmentation des prix des produits pétroliers, ils ont effacé toute la dette extérieure. Ils se retrouvent aujourd'hui devant de grosses difficultés, même en l'ayant fait. Donc finalement, ce qu'il faut regarder dans ce rapport, dans ces ratios sur la dette publique, c'est la capacité de l'économie à financer et à créer de la richesse et la capacité de remboursement. Exact. Si vous avez un taux de croissance intéressant, si vous créez de l'emploi, si vous avez les gros indicateurs macroéconomiques constants et surtout sur une période assez consistante, cela veut dire que même les bailleurs de fonds vous font confiance. Ils vous suivent. Sinon, si vous êtes dans des déficits de balance des paiements criants, comme l'a été le Maroc durant les années 80, le premier, c'est le FMI qui va vous dire attention. Et on voit aussi les capacités de remboursement. Et quand on parle de capacités de remboursement, on parle de dette, mais on oublie ce que rembourse le Maroc chaque année pour ses dettes. Il faut savoir. Alors maintenant, si le service de la dette, le gros problème, c'est le service de la dette, ce n'est pas la dette en elle-même qui est problématique. C'est le service de la dette qui est très gonflé. Quand on voit aussi la part du service de la dette, elle pèse et elle grève pratiquement tout le surplus du PIB quand vous le faites, quand vous créez de la richesse chaque année. Aujourd'hui, le Maroc, je pense que la question de la dette n'est pas une très grosse affaire si on arrive à avoir de bons indicateurs et pouvoir justement aller en croissance. Le plus difficile, c'est de s'extraire de l'effet de la pluviométrie, de ne plus dépendre de ça. On en parlera tout à l'heure. Non, vu qu'il nous reste quasiment le quart du temps de l'émission et qu'il nous reste justement, il faut qu'on parle des secteurs de l'industrie, du tourisme et de l'agriculture. Mehdi Michbel, rapidement pour clore, que ce soit pour la loi de finances ou pour ce volet d'endettement. Alors, votre première question, c'était de savoir est-ce que la loi de finances 2018 est connectée aux réalités économiques. Moi, je pense que non. Très bien. C'est une loi de finances, c'est, l'a bien dit, de continuité. Des mesures techniques, fiscales ici, on augmente le budget d'éducation de 5 milliards, un peu de la santé, la sécurité, etc. Donc c'est une loi de finances normale, dans un contexte qui ne l'est pas. Le chef de l'État, cette année, a appelé dans un discours devant tous les parlementaires à revoir le modèle de développement du pays. Il a fait un constat d'échec des politiques publiques qui ont été adoptées jusque-là. Il fallait que ce projet de loi de finances, bien sûr, on ne va pas inventer un modèle de développement du jour au lendemain, mais il fallait lancer des signaux de rupture, montrer qu'on allait faire une rupture par rapport au passé et passer à un autre cap. Ça n'a pas été fait, c'était un gros ratage. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve avec un projet de loi de finances qui prévoit une petite croissance de 3%. On va ramener le déficit à 3%, ce qui est très bien. Mais sur la croissance,
c'est une croissance positive. En 2017, on va faire 4,6%. C'est un bon chiffre. Mais est-ce que c'est suffisant pour un pays comme le Maroc? Est-ce que ça crée de la richesse? Est-ce que Voilà. ça crée assez d'emplois C'est une pour ces croissance jeunes? positive quand on la compare à la région, etc. Mais Oui. est-ce que pour un pays comme le Maroc, qui a des besoins pressants dans des secteurs aussi essentiels comme l'éducation, comme la santé, comme l'industrie... On est à 54% est-ce que, du PIB. voilà, est-ce que cette croissance est suffisante? La réponse est non. Qu'est-ce que ce projet de loi de finances a apporté pour qu'on passe à un autre palier de croissance? Rien. On reste tributaire de la pluviométrie, de la campagne céréalière, voilà, qui sera cette année moyenne. Voilà, Non, moyenne. selon le Moyenne, HCP, la campagne céréalière se traduit par une croissance négative pour cette campagne Exactement. Et c'est très 2017-2018. grave, c'est très grave et c'est très frustrant qu'en 2017 ou en 2018, nous, Marocains, on parle encore de la pluie comme principal déterminant Comme on de en la parlait il y a croissance. 50 ans. Comme on en parlait dans les années 20. Un résident général français C'est qui a qui dit disait, au Maroc, gouverner c'est c'est pleuvoir. pleuvoir. Le problème, c'est que c'est toujours d'actualité. Et ça, c'est très grave. Ça interpelle. Quelles sont les solutions qui sont apportées par le gouvernement pour sortir le pays de cette dépendance? Il y a une politique industrielle qui est lancée. Ses effets sur l'emploi, sur la valeur ajoutée Mais le Maroc ne sont pas énormes. Il faut qu'on Nous le allons dise, il revenir, faut qu'on parle de l'industrie et des résultats. Ça tombe bien. du Nous plan allons parler d'accélération maintenant tout de suite. industrielle. Attaquons avec l'industrie, Ouais. justement. Alors, on parle beaucoup il y a de grands projets. Il faut donner aussi un regard assez optimiste. En tout cas, c'est ce qu'on veut pour cette industrie qui est en bien train sûr. d'émerger. On a des Oui. géants qui s'installent, qui créent des emplois. Oui. Mais finalement, ça ne représente Il y a qu'un une petit réalité. pourcentage dans Exact. l'ensemble des emplois Exact. qui, encore aujourd'hui, est largement dominé par le Exact. secteur agricole. Est-ce que- Mehdi Michbal, toujours dans votre Alors, sur lancée, vu que l'industrie, vous avez il y a commencé le de sujet. grandes annonces qui ont été faites. C'est très réjouissant de voir que de grands groupes internationaux, aussi bien européens qu'asiatiques, on a vu avec BYD, la Chine aussi Les s'intéresse Chinois, oui. au Maroc, à son industrie. C'est réjouissant de voir cette confiance qu'ont les opérateurs internationaux en le Maroc. Maintenant, on a une stratégie, on a fixé des objectifs. Donc, quand on veut faire un bilan, il faut qu'on compare ce qui est réalisé avec les objectifs qui étaient fixés. On est dans les objectifs, Voilà. normalement, selon les non, chiffres qui non, ont été non, annoncés on par est le ministère de très loin tutelle. des objectifs. En 2014, donc année de lancement de la stratégie industrielle, donc le ministre de l'Industrie s'est engagé sur un chiffre, de faire passer la part de l'industrie dans le PIB, dans l'ensemble des richesses, de 14% à 23% en 2021. 3 ans plus tard, on est toujours à 14%. Stagnation. En création de Emploi. PIB, oui. On part de PIB dans La part dans on part le- Dans la part d'industrie de dans le PIB, oui, oui. Pardon. Stagnation, aucune amélioration. Deuxième point très important, c'est l'emploi. Le ministre, dans sa stratégie, s'est engagé sur la création de 500 000 emplois d'ici 2021, entre 2014 et 2020. Combien on a créé d'emplois entre 2014 et aujourd'hui? 45 000, entre 40 et 50 000 emplois. Donc il reste 450 000 emplois à créer en 3 ans. Il faut pour cela, j'ai entendu quelqu'un le dire, je ne me rappelle plus de qui c'est, il faut pour cela créer une usine Renault tous les mois pour arriver à cet objectif. Mais est-ce que juste c'est un objectif impossible. de porter Écoutez, le ce qui est nombre juste d'emplois impossible. dans le secteur à 500 000 ou d'en créer donc 500 créer 000 nouveaux 500 000, Là, donc Driss créer Essaoui. 500 000. Là, Driss laisse. Essaoui. Alors, je partage l'analyse qui vient d'être faite, mais je pense qu'il y a un effet d'obturation de la vue qui est posé par rapport à l'emploi. Nous avons une stratégie nationale de l'emploi à l'horizon 2025 qui suppose qu'il y ait une coordination en amont entre tous les ministères, et pour ne pas annoncer des chiffres comme cela de 500 000 sur une période de 5 années, c'est ce qui est techniquement extrêmement difficile connaissant La stratégie de l'emploi, elle annonce 200 000 par an. 200 C'est 000 par encore an, oui. plus, Oui, oui, c'est- hypertrophié par rapport à la 200 stratégie 200 industrielle. 000 par an, si c'était concerté. Aujourd'hui, c'est une stratégie qui n'est pas appliquée, son plan d'action n'est pas encore mis en œuvre et on n'a aucune visibilité sur cet aspect. On assiste à quoi? On assiste à chaque fois qu'il y a un département ministériel qui lance des projets, il lui colle un objectif d'emploi. En fait, c'est un calcul arithmétique simple qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Telle unité peut créer tant Le de point de trucs, etc. croissance. Le point de croissance. Voilà. Là, alors, d'abord, le problème, quel est le problème? Il faut regarder la structure de notre économie. Pourquoi la pluviométrie? Pourquoi le taux de croissance est plombé de ce point de vue-là? Pourquoi, justement, la présence... Que représente l'agriculture par rapport à l'industrie? On est à 14
14% du PIB. Mais son influence, elle est plus qu'exponentielle. Pourquoi? Parce qu'elle est vivière. Non, elle a des effets d'entraînement en amont, en aval de tout le processus. Oui. Tous les autres chaînons de l'économie nationale sont justement ancrés dans ce processus-là, et on n'arrive pas justement à faire le décollage. La stratégie d'accélération industrielle, elle a des objectifs très généreux, etc. Mais vous savez, quand vous sortez de Casarabak, Netra, c'est le désert. Je suis désolé. En parlant de chiffres, ça soulève le point de régionalisation. Parce que là, jusqu'en 2016, il faut qu'il y ait des capitalistes, il faut qu'il y ait des gens porteurs de projets qui ont de l'argent, qui voudront investir à Oujda, qui voudront investir à Beni Mellal, etc. Sinon, l'axe Casaraba va toujours créer la moitié du PIB. C'est ce qu'il y a. C'est la réalité aujourd'hui. C'est la réalité aujourd'hui. L'axe Casa-Tanger. Aujourd'hui. Ça ne va pas changer. C'est l'axe Casaraba qui va créer toujours des richesses. Ça change déjà puisque, comme vient d'évoquer mon cher confrère, on ne peut pas doper des régions artificiellement, mais ça crée de l'emploi et ça crée quand même une valeur ajoutée dans l'export, ne serait-ce. On peut pas faire de Oujda un nouveau Casa, c'est impossible. C'est impossible. Il y a des pôles économiques qui doivent se développer dans l'industrie, etc. Maintenant, comment gérer les disparités régionales? Il y a d'autres mécanismes. Mais on ne peut pas faire de tout le Maroc une plateforme industrielle. Ça n'a jamais été fait dans les pays qui se sont développés. Voilà, maintenant il y a des mécanismes de redistribution de richesses qui doivent être activés. Mais faire de Oujda, Al-Hoceima des zones industrielles, ça c'est impossible. Mais pourquoi on pense à ces zones industrielles? Pourquoi elles ne deviendraient pas d'autres zones, vu qu'Oujda est déjà au préalable une zone agricole? Oujda est un bassin d'emploi aussi. À Oujda aussi, il y a des jeunes qui cherchent de l'emploi. Donc, je pense combien d'étudiants à Oujda? 50 000 que dans la province de Oujda. Le niveau de demande, il y a quelques semaines, j'étais à Oujda en voyant, il y a des zones industrielles effectivement qui sont de dernière génération et sont encore vides pratiquement. Alors qu'il y a de l'autre côté, il y a des besoins à Oujda, dans la région de Oujda en termes d'emploi. Il y a aussi des demandes en termes de produits, de consommation aussi. Moi, personnellement, je pense que ce qui a été fait à Tanger et dans la région de Tanger, autour de Tanger, Med et surtout autour de l'usine de Renault. C'est le port. On ne peut pas effectivement. C'est en train d'être fait en Ado. Exact. On ne peut pas dupliquer dans la même. On ne peut pas dupliquer dans les mêmes caractéristiques. On ne peut pas dupliquer dans le modèle dans la même taille et les mêmes spécificités. Mais la démarche peut être dupliquée, je veux dire. C'est-à-dire demain, on peut aller à Agadir et ça peut ne pas être de l'automobile, ça peut être du poisson, ça peut être du textile. Vous parlez de cela, c'est qu'on peut même transposer cela. C'est de la démarche que je parle. La démarche aussi touristique, c'est qu'on a voulu, on a lancé des plans et on a pris un plan de développement qui a marché dans une ville, je dirais Agadir par exemple, et on a voulu calquer cela sur une autre ville et qui finalement ça a fait pchit. Vu qu'on parle industrie, parlons de cette industrie touristique. Si tu permets, je reviendrai juste sur un aspect de l'industrie au risque de passer inaperçu et qui est très important, c'est le taux d'intégration. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que le Maroc a fait d'importants efforts en matière de ce taux qui aujourd'hui au niveau de l'industrie automobile atteint quelque chose comme 65% et pour l'aéronautique 35%, ce qui est excellent comparé à ce qu'il y avait 3 ou 4 années auparavant et aussi avec les perspectives d'avenir dans l'horizon 2021 où on se projette vers un taux d'intégration de 80 à 85% pour l'automobile et 50% pour l'aéronautique. C'est quelque chose de très important. Et c'est là on va créer de la valeur ajoutée et c'est là on va créer plus d'emplois. Et ça, c'est très important. Alors, et pour le tourisme, justement, c'est ce modèle-là. Mehdi Michbel, quand on parle d'un modèle qui a marché pour une ville, c'est exactement ce que vous venez d'évoquer. Le tourisme, c'est un peu la même chose que de créer des pôles industriels qui ne servent à rien, finalement. Mehdi Michbel. Oui, c'est la stratégie 2020. Oui. C'est la stratégie 2020. Alors, qu'est-ce qui cloche? 2020 arrive et on a encore rien. On visait les 20 millions de touristes. On n'y est pas. On est à 11 là. On sera à 11. Mais on parle de 2017 comme une année exceptionnelle. C'est une année exceptionnelle, en effet. En termes de tourisme. En effet, oui. Les arrivées, on enregistre une croissance de 7% sur les arrivées. C'est un taux qui est énorme par rapport aux 5 dernières années. Si on avait fait 7% de 2010
à aujourd'hui, on aurait atteint les 18 millions de touristes qui sont l'objectif de la stratégie 2020. Donc cette année c'est un petit miracle d'ailleurs. On ne sait pas comment le tourisme s'est revigoré comme ça, alors qu'il y avait, une absence de gouvernement pendant 6 mois. Il n'y avait pas de stratégie. On sent du cynisme dans la réaction de Driss Essaoui. Absolument, tout le mandat. Driss Essaoui voulait réagir sur le problème de la stratégie touristique 2020, c'est d'abord, il y a un besoin de diversification du produit touristique qui n'a pas été fait. Parce qu'on est en train de travailler sur le même produit pratiquement. On fait du copier-coller d'une région à une autre. Il y a aussi la qualité du produit, on l'oublie. Il y a le problème de la formation professionnelle. Les gens qui sont dans les industries touristiques, c'est des smicards, c'est de la main-d'œuvre à bas coût qu'on est en train d'utiliser, et surtout les stagiaires, etc. Le taux de retour, il faut l'analyser aussi sur les principales destinations. Oui, quand on élève Marrakech, vous avez le taux de remplissage des hôtels. Marrakech, ça reste quand même... Marrakech, ça cartonne. Ça cartonne. Mais le reste, il n'y a rien. On ne peut en moyenne. Ça atteint des 80, comme ça peut atteindre des 35 ou des 20%. Vous parliez tout à l'heure de l'aspect du caractère régional. Nous ne pouvons pas, à mon sens, nous ne pouvons pas décréter une politique, une stratégie touristique comme ça, de manière absolue, de manière générique, qu'on va appliquer comme une sorte de recette il y a des produits dans la région de Khnefra et dans la région de... Ce n'est pas possible. Et en plus, ce n'est même pas dans les bureaux à Rabat et dans des cabinets à Casa à Rabat qu'on va développer. Il faut aller voir ces gens-là sur le terrain pour leur dire qu'est-ce que vous pouvez développer comme offre pour les touristes. Il y a une offre. Et la preuve que ça, ce que je dis est vrai, c'est qu'il y a des produits qui se sont développés. Il y a un chiffre en 2 secondes qui est très réjouissant, très rassurant. C'est les arrivées des touristes chinois. Oui. On va terminer l'année à 100 000 touristes chinois. C'est une croissance de plus de 500% par rapport à l'année dernière. Parce qu'on leur a enlevé le visa. Voilà. Et ça c'est très rassurant parce qu'un responsable du secteur touristique nous a dit un jour qu'on a le potentiel, on a un potentiel, on peut atteindre les 300 000 en 2018, à moins qu'une liaison directe entre le Maroc et la Chine soit existe. Donc on va terminer sur l'Afrique et on va terminer sur la prochaine année qui arrive, sur un bilan de la politique marocaine économique, notamment en Afrique. Et je ferai réagir chacun de vous à tour de rôle. Samir Chaoukri, je commence avec vous. Moi, je crois que sur ce plan-là, le meilleur message a été prononcé par Sa Majesté lors du retour au sein du siège de l'Union africaine, lorsqu'il a dit que le Maroc préfère la coopération sud-sud et qu'on le fera dans un esprit gagnant-gagnant. Et c'est là, et c'est ce que fait justement le Maroc en termes de business, en termes d'économie, avec tous les pays avec qui il signe des accords de coopération économique. C'est du gagnant-gagnant. On y va avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de modestie, en leur apportant notre savoir-faire, notre transfert aussi de technologie, comme on le fait en Éthiopie avec cette joint venture OCP-Éthiopie. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est des succès qu'il faut bien capitaliser, sur lesquels il faut capitaliser pour aller de l'avant. Mais je pense que le Maroc, sur ce plan-là, il est dans le bon rail. Mehdi Michbel. Très belle percée du Maroc en Afrique en cette année. Vraiment impressionnant. Sur tous les plans économiques, diplomatiques, politiques. Le Maroc est en train de prendre le leadership sur plusieurs sujets, sur des sujets du moment, comme la migration, comme le développement sud-sud. C'est vraiment une très belle percée en cette année. De grands projets ont été lancés. Vous avez parlé en introduction du gazoduc Maroc-Nigeria, qui est un projet structurant. Encore faut-il qu'il soit réalisable. On attend toujours les études de faisabilité, etc. Oui, ça devrait prendre du temps, parce que vu la taille du projet... Voilà, mais pour résumer en 3 mots, c'est une très belle percée africaine. En tout cas, un langage très sportif, Mehdi Michbel, pour décrire cette politique marocaine de 2017 en Afrique. Driss Essaoui, on clôturera avec Saad. D'accord. L'Afrique, c'est un choix qui a été fait par le Maroc. Je pense qu'il est en train de l'assumer, tant au niveau du secteur privé qu'au niveau justement du leadership du roi lui-même, qui s'implique personnellement sur un certain nombre de sujets. Vivement un ministre des Affaires africaines qui va pouvoir donner de la perspective
à tout ce qui se fait, aux accords qui ont été signés. Suivi. Donc on attendra ce remaniement ou cette nomination. Et on attend toujours déjà la moitié de notre gouvernement. Absolument. N'est-ce pas? Oui. Déjà pour les postes qui existent déjà. Qui existe. Saad Ben Mansour, je vous laisse le privilège de clore cette discussion. C'est un honneur. Alors l'Afrique, il est clair, on ne va pas y revenir, l'Afrique est effectivement un gisement de croissance pour le Maroc, pour les entreprises marocaines. Maintenant, j'ai juste un bémol à apporter, c'est que autant sur le plan institutionnel, tout y est. Il le disait, Sidris, donc avec le leadership royal, les institutions sont là. Autant le secteur privé, l'entreprise marocaine, j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore, qu'elle n'a pas encore assimilé ou mis en place des mécanismes. Oui, et c'est la CGM, les gens de la CGM eux-mêmes qui vont vous le dire. Aujourd'hui, l'entreprise marocaine, les PME surtout, je ne parle pas des grosses entreprises, mais les PME ont besoin d'avoir un mode d'emploi pour aller sur les marchés africains. Il faut y aller en groupe, il faut apprendre à aller en consortium, il faut se mettre en réseau. Et c'est là où on aura pleinement profité et fait profiter aussi nos amis africains de tout le potentiel de croissance qu'il y a en place des écosystèmes africains. Probablement, oui. Parce que l'écosystème est un terme aussi qui est largement revenu en 2017. Messieurs, absolument. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'ensemble de vos analyses, décryptages et tous ces points essentiels qui ont marqué cette année 2017. J'ai été ravie, en tout cas, de faire le bilan de cette année en votre compagnie. Merci encore. Et je vous souhaite, bien sûr, une belle année 2018, pleine de belles perspectives, en l'occurrence pour vous. Et aussi pour notre économie marocaine et africaine de manière générale. Bonne année à vous aussi. C'était Éco-Débat, la dernière de l'année. Rendez-vous en 2018. Excellente suite des programmes sur Média TV, Média TV Afrique.